Bonjour et bienvenue dans Rester dans le Flow, podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie. Ce nouvel épisode de la thématique Le droit de sera un peu particulier puisqu'il est réalisé dans le cadre de la quinzaine Share the Pod du label Podcut pour Halloween et qui commence par le podcast du roi Stephen. Le roi Stephen, mais quel Stephen? Si je vous dis King, cela vous parle mieux? King, my name is King, Stephen King. Bref, cette année, le choix de l'équipe pour s'amuser pendant cette période d'Halloween s'est porté sur le roman d'horreur écrit par l'auteur Stephen King qu'il a publié aux États-Unis en 1977, The Shining. Alors j'étais prête à vous dire une grosse bêtise en nommant sa sortie française dans les années 80 chez Albin Michel, mon ancien employeur, mais non. L'éditeur ne l'a accueilli chez lui qu'en 1982 avec son ouvrage Cujo. Non, l'éditeur français de celui qui allait devenir le roi Stephen, pour mes amis podcasteurs, fut Alta, en 1979, sous le titre L'Enfant Lumière. Ils vous en parleront mieux que moi. Vous pouvez vous rendre sur leur page dont je vous mets le lien sur le site web, et pour les passionnés des différentes éditions, je vous invite à consulter le site noosphere.org. Vous y trouverez toutes les versions possibles et imaginables des ouvrages de King. Et cette année, d'autres amis du label participent à la quinzaine Share the Pod. Comme le podcast Sky is the Limit. Si vous êtes amateur de bon whisky, installez-vous confortablement pour écouter. Ils sauront vous conseiller le meilleur en ces temps de couvre-feu. Ou le podcast Popcorn Impact, qui s'est attardé sur l'adaptation réalisée en 1980 par Stanley Kubrick avec Jan Nicholson dans le rôle principal de Jack Torrance et Shelley Duvall dans celui de sa femme Wendy. Adaptation, au passage, dont Stephen King fut fort mécontent au point d'en scénariser une autre en 1997 sous forme de mini-série, avec Rebecca de Mornay dans le rôle de Wendy. On m'a suggéré de fouiller du côté de Shelley Duvall. Qui est-elle? D'où vient-elle? Et surtout, disparue des écrans depuis 2002, qu'est devenue cette actrice aujourd'hui âgée de 71 ans? Je ne vais pas parler d'alcool, ce que Stephen King reprochait à Kubrick d'ailleurs. Je ne vais pas non plus parler de la violence ou des secrets que la fiction elle-même comporte. Non, moi je vais vous parler de la réalité et de celle qui se cache derrière le personnage de Wendy, de la violence ressentie, ce sont ces termes, et vécue par l'actrice Shelley Duvall elle-même à l'époque. Oui, j'en conviens, tout cela n'est pas très glamour. Mais je me suis embarquée dans cette aventure d'Halloween avec grand plaisir en pensant à toutes mes amies actrices, comédiennes ou encore professionnelles du monde du cinéma, car, en effet, une question se pose pour ce film. L'actrice Shelley Duvall a-t-elle été harcelée par Stanley Kubrick lors du tournage de Shining? Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 45 ans et, comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une #MeToo. Rester dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut et tous les mois, je vous parle seul ou avec une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résilientes et contribuerez à redonner de l'espoir. Bienvenue dans Rester dans le flow pour parler de Shelley Duvall et lui rendre ses lettres de noblesse. Shelley Duvall, une actrice remarquable, une productrice, une femme pleine de vie, mais aussi une femme détruite par le génie Kubrick. I wouldn't trade the experience for anything. Why? Because of Stanley. And it was a fascinating learning experience. It was such intense work that I think it makes you smarter, but I wouldn't want to go through it again. The Shining narre l'histoire de Jack Torrance, un écrivain alcoolique engagé par un travail de gardien dans un hôtel de mauvaise réputation des montagnes du Colorado, l'Overlook. Lorsqu'il y débarque, pour l'hiver, avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté de dons de voyance et de télépathie, le fameux Shining, il sombre peu à peu dans la folie,
gagné par d'étranges pensées meurtrières. Vous pourriez vous demander à l'écoute de ce résumé, mais pourquoi n'aborde-t-elle pas plutôt le sujet dans Petites histoires extraordinaires? Oui, c'est vrai, j'avoue, j'aurais pu parler des dons de voyance, pourquoi pas. Mais compte tenu de la situation actuelle, il me semble plus important et intéressant de laisser de côté mes fameuses antennes, ma clairaudience ou je ne sais trop quoi, pour aborder le sujet du rapport à l'autre, des forces qui se jouent entre un réalisateur et des actrices, des acteurs. We had a good friendly relationship. He'd turn on you in a moment and say, "All right, you're the big fella. Let's see it." That's about as harsh as he ever got with me. He was a completely different director with Shelley. Où se trouve la limite entre une recherche de perfection et un harcèlement moral? I'm Shelley Duvall. Hello, 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 I'm Shelley Duvall. Hello. Qui est celle qui a tenu le rôle de Wendy du 1er mai 1978 à avril 1979, soit quasi une année entière au lieu des 4 mois de tournage prévus à la base. Shelley Alexis Duvall est née en 1949 au Texas. Elle est la fille de Bobby Crawford, morte récemment d'ailleurs du Covid, et de Robert Duvall. Elle est la sœur aînée de 3 garçons avec qui elle a grandi à Houston. En bref, elle était une petite fille pleine d'énergie que sa mère surnommait avec humour Manic Mouse, souris folle, parce qu'elle courait dans tous les sens et renversait les meubles. À 18 ans, elle obtient son diplôme du lycée Waltrip, puis étudie la nutrition et la diététique thérapeutique qu'elle financera en travaillant comme vendeuse de cosmétiques dans un grand magasin local. Alors qu'elle est encore étudiante et qu'elle vit une histoire d'amour avec Bernard, son petit ami artiste peintre de l'époque, elle fera la connaissance de 2 hommes lors d'une fête qu'elle prendra pour des mécènes, et les reverra quelques jours plus tard pour leur présenter les œuvres de son amoureux. En réalité, il s'agissait de scouts, oui, comme dans l'édition, c'est le nom qu'on donne aux professionnels qui repèrent des talents, qui étaient en repérage pour le réalisateur Robert Altman. C'était pratique les fêtes pour repérer d'éventuelles comédiennes. Intrigué par le regard unique de la jeune femme, notamment par ses grands yeux, sa carrure effilée et son sourire si communicatif, Robert Altman offrira son premier rôle à Shelley dans le film Brewster McCloud, qui sortira 1 an plus tard. 1970 c'est le début d'une longue collaboration entre l'actrice et le réalisateur, avec qui elle tournera de nombreux films, dont 3 femmes, pour lequel elle reçut le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 7 ans plus tard. Et c'est cette actrice récompensée pour son travail, cette femme aussi, qui était pleine de vie, et à qui Robert Altman avait donné comme conseil dès ses débuts de ne jamais prendre de leçons, de ne jamais se prendre au sérieux, ce qu'elle trouvait magique grâce à lui et si agréable professionnellement, cette femme, disais-je, qui aimait prendre ses propres décisions, qui ne laissait jamais passer les choses sans rien dire, ce sont ses mots, qui sera quelques années plus tard, dira-t-on, traumatisée par le directeur d'acteurs qu'était Stanley Kubrick. À l'entendre parler de lui, elle semble pourtant l'avoir admiré, ou tenter de l'admirer le plus longtemps possible. Comment savoir le vrai du faux? I thought, why do you want to do this to me? How can you do this to me? You agonize over it. And it's just a necessary turmoil to get out of it what you want out of it. I mean, we had the same end in mind. It was just that sometimes we differed in our means. And by the end, the means met. And I find I really respect him and really like him, both as a person and as a director. I mean, I'm amazed. He's taught me more than I've learned on all the other pictures I've done within 1 year's time on one picture. Shelley confiera à Andy Warhol lors d'un entretien pour le magazine Entrevue en septembre 1977, juste avant le début du tournage de Shining, qu'elle se demandait pourquoi Kubrick voulait faire ce film. Elle expliquera avoir lu le livre de Stephen King et compris de suite qu'il s'agissait d'aborder, comme elle le dit elle-même, l'être vraiment primal. De travailler sur les peurs et sur les craintes que l'on a dans une relation avec une autre personne. Si elle avait su que ce serait le sujet même de sa relation avec le réalisateur. « Vous devez comprendre que certaines scènes, disait-elle, prennent des heures à réaliser. Parfois, une journée entière de tournage de 12 heures ne représente que 3 minutes à l'écran. Alors vous entrez dans une scène en jouant la terreur ou en pleurant et, à la fin de la journée, vous n'avez plus rien à donner. Mais il y a le génie de Stanley Kubrick. Il vous le fait dire. Mais c'était très dur et épuisant.
Oui, tourner 127 fois une même scène, je pense que ce n'est pas des plus reposants. 127 fois. Sur plusieurs jours, évidemment, mais tout de même. Travailler sous la direction de Kubrick aura été l'expérience la plus stimulante, la plus enrichissante, mais la plus dure de sa vie d'actrice, voire de sa vie de femme. Car comment séparer la relation professionnelle de la relation personnelle que l'on a avec l'autre lorsque l'on passe un an de sa vie avec lui à travailler sur ses émotions, à l'écouter ou exiger, tirer ce qu'il y a de plus intime en nous, qui puisse donner vie à une émotion, à l'incarnation d'un personnage. Les premières semaines de tournage ont été très amusantes et nous nous sommes tous bien entendus, se souvient-elle. Donc quand il s'agissait de tourner une scène sérieuse, que ce soit en ayant l'air choqué ou terrifié, je ne pouvais pas le faire. Je me mettais à rire. Au bout d'un moment, Stanley s'est impatienté avec moi et s'est laissé aller. Et cela m'a terrifiée. Here's Johnny. It was a very difficult role. It was a long shoot, and I had to cry and hyperventilate and carry a little boy and run, for most of the time we shot. And that was about a year, a little over a year. Là, je me mets à la place de l'actrice et je me dis, en fait, il y a eu erreur de casting. Dès le départ, il y a eu erreur. Kubrick pensait-il qu'il avait affaire à une personne corvéable, malléable à merci, et s'est-il rendu compte trop tard de sa méprise? Dans ce cas, la faute à qui? À l'actrice d'avoir accepté de tourner sans savoir que jamais elle n'aurait de script avant de travailler? Soit dit en passant, même Jack Nicholson a fini par en abandonner la lecture car Kubrick en changeait sans arrêt le contenu le jour même du tournage. La co-scénariste de Kubrick, Diane Johnson, a déclaré que, dans ses contributions au scénario, le personnage de Wendy avait plus de dialogue, que Kubrick avait coupé beaucoup de ses lignes. D'après elle, c'est peut-être à cause du mécontentement de ce dernier concernant la prestation de Shelley. Dans ce cas, comment vit-on cela en tant qu'actrice? Comment ne pas se sentir jour après jour inutile, inefficace lorsque ce que vous pensiez être votre rôle, ce pourquoi vous avez signé, se réduit à peau de chagrin? Comment ne pas se sentir nié par cela? Dans le film, Wendy Torrance est relativement douce, soumise, passive, gentille et effacée. Dans l'une des scènes, elle en vient même à défendre son mari auprès du médecin qui examine Danny en son absence. Le réalisateur laisse entendre qu'elle a peut-être été aussi maltraitée par Jack, alors que dans le roman de King, que l'actrice a lu, souvenez-vous, Wendy a une personnalité beaucoup plus autonome et indépendante. Dans le roman, elle ne fait jamais preuve d'hystérie ou ne s'effondre pas comme dans le film. Elle reste calme et autonome. Je n'ai pas réussi à comprendre si Shelley et Stanley étaient finalement tombés d'accord. Du moins, si, ils y sont parvenus, mais qui a lâché sur quoi? Le réalisateur s'est-il remis en cause une seule fois ou ne lâchait-il jamais de mots? À en croire les autres acteurs, Kubrick n'a jamais cédé face à l'actrice, au contraire. Son perfectionnisme doit passer avant la santé mentale et physique de l'autre, parce que oui, il met la pression sur l'actrice et ne la lâche pas. En a-t-il conscience? Rien n'est moins sûr. En réalité, là où le perfectionnisme de l'un agit, l'intelligence de l'autre se défend. Cette femme qui aspirait à devenir scientifique, mais dont le regard de l'homme l'a entraînée vers le jeu, le cinéma, devait s'effacer et ne plus faire appel à ses réflexions, parce qu'un réalisateur, méticuleux jusqu'à l'obsession, lui demandait jour après jour, sans relâche, de tourner et retourner les mêmes scènes, composées en grande partie de hurlements, jusqu'à lui en faire perdre des cheveux. On peut voir une scène de cet événement dans le documentaire de Viviane Kubrick, la fille du réalisateur, où Shelley Duvall montre qu'elle perd ses cheveux et l'exprime à Stanley plutôt circonspect. Mais si l'on regarde d'autres réalisateurs de films connus pour leur génie et une forme certaine de violence, on retrouve, pour le plus fou, Werner Herzog, dont le but était de filmer l'impossible, ou David Fincher, le plus sadique. Le plus obsessionnel, Francis Ford Coppola, dont on estima qu'il avait poussé à bout Martin Sheen, qui a eu une crise cardiaque en plein milieu de la jungle pendant le tournage d'Apocalypse Now, et qui lutta durant 500 mètres avant de trouver de l'aide. Alfred Hitchcock, évidemment, le plus possessif, ou encore plus récemment Lars von Trier, le plus manipulateur au point que Björk est ressorti traumatisé de Dancer in the Dark, et n'a pas hésité à envoyer une lettre à l'actrice Nicole Kidman, lui déconseillant de travailler avec lui. Bref, au final, à lire ce qu'ont fait les réalisateurs cités, vous trouverez que Stanley Kubrick était un ange. Alors, jusqu'où peut aller un professionnel pour son œuvre? Jusqu'où
peut-il harceler une actrice ou un acteur? Le sujet que l'auteur Stephen King avait à cœur, c'était la violence, l'alcoolisme, mais aussi la force féminine. Le sujet que le réalisateur Stanley Kubrick avait à cœur, c'était la démence, la schizophrénie. Et aussi sympathique soit-il en tant qu'homme, sur ce point, on ne peut pas dire que le réalisateur n'avait pas de solide base pour rendre fou autrui à cause de sa maniaquerie, de son perfectionnisme, de son besoin de maîtrise totale et absolue de tous les paramètres visuels de son œuvre. Quand on regarde parler Kubrick, on sent beaucoup d'écoute, d'analyse, mais aussi ce besoin de maîtrise sous couvert de douceur, une manière de parler relativement posée. On ne sent pas de colère, on ne voit pas d'emportement, ce qui, paradoxalement, peut être assez effroyable en fait. Hello, I'm Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. Hello, I'm Shelley Duvall. People Hello. ever say to you, Shelley, you're so great with, children's programming and everything else, but you don't have any kids of your own. Nope, I don't. I have a lot of animals, though. You have a lot of animals. And a lot of kid fans. Oh, hundreds and thousands of millions of kid fans. At home, it's a menagerie. How many animals do you have? 70 birds, all different kinds, and 10 dogs, 1 cat. Mais revenons à Shelley. En 1982, soit 2 ans après la sortie du film qui lui aura le plus coûté émotionnellement et psychologiquement, Shelley créera sa première société de production d'émissions télé pour enfants. Elle a 33 ans et plusieurs programmes seront par la suite primés aux Emmy Awards. Depuis le premier épisode avec Robin Williams, A Tales and Legends, autre série d'anthologie mettant en vedette d'autres acteurs hollywoodiens bien connus, Shelley aura mis sur pied 2 sociétés avant même d'avoir atteint 40 ans. Elle innovait aussi, car à l'époque, ses programmes originaux étaient uniquement diffusés via la télévision par câble, alors que les autres sociétés de production diffusaient aussi en salle. La prise de risque était forte et pourtant, cette femme a persuadé plusieurs stars de travailler avec elle à l'écran comme derrière la caméra. J'ai appelé la société Think Entertainment, dira Shelley Duvall, parce que j'aime le double sens du divertissement qui a un esprit informatif. Tous les contes de fées ont une morale. Il en est de même pour les histoires d'horreur qui n'en sont, elles aussi, que plus sublimées. Sublimées, c'est son terme. Et là, je sais qu'elle est dans une sorte de reconstruction. Est-ce sa reconstruction psychologique des années après Shining à cause du travail mené sur elle par Stanley? Comment le savoir? Seule elle pourrait le dire. Ce qui est sûr, c'est que la sublimation est l'un des principes de la résilience. Mais dans le cas de Shelley, on peut aussi simplement dire qu'elle avait à cœur d'être conceptrice puis réalisatrice, qu'elle jouait aux chimistes qui aiment mélanger les ingrédients pour obtenir un résultat. Peut-être est-ce surtout cela que Stanley Kubrick lui a apporté en réalité. Je veux donner l'occasion à des personnes talentueuses de sortir de leur case, de faire quelque chose qu'elles ne feraient pas normalement, déclara-t-elle. Et c'est aussi ce qu'elle s'attache à faire pour elle-même, que cela soit conscient ou pas. L'avance vers la cinquantaine se passe donc entre le Texas, où elle jouit d'une certaine tranquillité, élève des animaux et produit, tourne quelques petits rôles de ci de là, et, passé 2000, la carrière de l'actrice semble s'être arrêtée, jusqu'à ce qu'en 2016, des images de Shelley tournent en boucle dans les médias, la montrant atteinte de soi-disant troubles mentaux, la menant à témoigner devant Dr. Phil, une émission américaine décriée, et pour cause, qu'elle voit l'acteur Robin Williams sous différentes formes et qu'elle est harcelée par le personnage du shérif de Nottingham. La vraie question est donc, cette relation professionnelle avec Kubrick, le perfectionnisme du réalisateur qu'il réservait à tout le monde sans exception et les conditions de tournage du film Shining sont-ils la source de difficultés psychologiques vécues par l'actrice après la cinquantaine? A priori non. D'ailleurs, une page Twitter lui est consacrée si cela vous intéresse, @SOS Shelley Duvall. Cela excuse-t-il la réalité du harcèlement? Cette façon d'être que certains hommes professionnels du monde du cinéma font subir à leurs propres collègues, aux actrices et acteurs qu'ils ont choisis, doit-elle être passée sous silence par crainte que leur œuvre en soit réduite à faire un véritable flop? Non, je ne pense pas. Pas plus que Shelley Duvall ne le pensait. À un moment donné, comme l'a dit l'acteur Harvey Keitel après avoir lancé et fracassé un verre contre une porte par énervement, oui, il est parti en vrille face à Kubrick qui le voulait pour l'un de ses personnages du film Eyes Wide Shut. Mec, t'es un type du Bronx, moi je suis un putain de marine de Brooklyn, ça va pas marcher entre nous. Eh bien, il faut savoir dire non. Il faut savoir déceler un potentiel harcèlement sous couvert de créativité. Et je pense qu'à sa manière, c'est ce qu'a fait Shelley Duvall les années suivantes. Elle n'a pas cédé. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle a tourné ce qu'elle souhaitait, avec qui elle le souhaitait, et a fait de son expérience de Shining une force. Plus jamais, a-t-elle dit. La ramener sans cesse à ce simple film, c'est oublier la centaine d'autres qu'elle a tournés pour le cinéma et la télé.
C'est oublier la productrice qu'elle était jusqu'en 2002. C'est oublier la femme forte qu'elle est encore maintenant. Oui, elle a 71 ans et vient de vivre plusieurs années de remous. Mais malmenée ou pas à une époque, elle a su y trouver elle-même et y apporter elle-même une réponse. Elle a produit sa propre solution. Elle a créé. Et je vous encourage toutes et tous à en faire de même. Bravo, Shelley. Took my